Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre événement de formation continue organisé par l'équipe de diététistes des producteurs laitiers du Canada. Le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Alimentation, maladies cardiovasculaires et mortalité, état des connaissances. Il sera présenté par le chercheur Dr. Andrew Menti. Pour les personnes qui parlent français, notez que la présentation est offerte avec traduction simultanée. Si vous souhaitez cependant l'écouter dans la version originale, veuillez simplement cliquer sur la langue anglaise en haut de la page. Mon nom est Isabelle Nederer et je suis directrice nutrition et recherche pour les producteurs laitiers du Canada. Je serai votre animatrice. Nous avons plus de 2500 participants inscrits à l'événement, d'un peu partout au pays, qui ont un intérêt commun pour la nutrition et la santé. Bienvenue à tous. Les 60 prochaines minutes comprendront la conférence du Dr. Menti d'une durée de 45 minutes, suivie d'une période de questions d'un quart d'heure. Pendant la conférence, vous pouvez cependant soumettre vos questions à l'aide de la boîte de dialogue sur votre écran et nous tenterons de répondre à un maximum de questions pendant la période de questions. Avant de quitter le webinaire, si vous désirez télécharger la conférence, il suffit de cliquer sur le lien sur votre écran. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le Dr. Andrew Menti. Le Dr. Menti a obtenu son doctorat en épidémiologie de l'Université de Toronto. Il a ensuite suivi une formation postdoctorale en épidémiologie cardiovasculaire à l'Université McMaster. Il est actuellement professeur agrégé à l'Institut de recherche sur la santé populationnelle, PHRI, à l'Université McMaster. Le Dr. Menti et son équipe ont mené la plus importante étude épidémiologique jamais effectuée sur l'impact de l'apport en sodium sur la tension artérielle, le risque de maladies cardiovasculaires et la mortalité dans le cadre de l'étude Prospective Urban and Rural Epidemiology Study, appelée PURE. Récemment, le Dr. Menti a co-dirigé une enquête sur le rôle des gras alimentaires, des glucides et des produits laitiers dans la maladie cardiovasculaire dans la cohorte PURE. Il a également mené de nombreuses analyses systématiques d'envergure du rôle de l'alimentation, notamment des gras saturés dans la maladie cardiovasculaire. Il étudie actuellement l'impact d'aliments individuels sur les marqueurs cardiovasculaires et sur les épisodes de MCV. Dr. Menti, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Je suis ravie d'être des vôtres et merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi de vous présenter certains des travaux que nous avons menés sur l'alimentation, la maladie cardiovasculaire et la mortalité, et la façon dont l'étude PURE permet de façonner les recommandations nutritionnelles pour les populations en matière de prévention cardiovasculaire. L'étude PURE est financée par plus de 70 bailleurs de fonds d'un peu partout au monde et au Canada notamment, nous avons une subvention sans restriction des PSC et du National Dairy Council des États-Unis. Les bailleurs de fonds externes et promoteurs n'ont aucun rôle dans la conception et l'exécution de l'étude, dans la collecte, l'analyse et l'interprétation des données, ni dans la préparation, la révision ou l'approbation du manuscrit, ni dans la décision de soumettre des manuscrits pour publication. Les recommandations nutritionnelles actuelles en matière de prévention cardiovasculaire découlent depuis longtemps de l'hypothèse de la nutrition cardioprotectrice, qui remonte à des travaux effectués dans les années 50 par Ansel Keys. Et ce sont des idées reçues selon lesquelles cette politique nutritionnelle s'inspire des idées du Dr. Keys. Et selon cette hypothèse, donc, l'apport en gras augmente les taux de cholestérol et plus le cholestérol augmente, plus il y a risque de maladie coronarienne dans la population. Par conséquent, si l'on réduit l'apport en gras dans la population, nous réduirons également l'incidence de maladies coronariennes. Depuis lors, cette hypothèse a été légèrement révisée et on a davantage mis l'accent sur les gras saturés et plutôt que sur le cholestérol total, vers le cholestérol LDL. Mais le cadre fondamental de cette hypothèse reste inchangé, c'est-à-dire depuis plus de 60 ans. Évidemment, cette hypothèse suppose que les gras n'ont un effet que sur le cholestérol LDL et n'ont aucun autre effet sur les systèmes biologiques de l'organisme. Mais, comme nous l'avons découvert, ce n'est pas tout à fait exact. Des sources naturelles de gras saturés, telles que les produits laitiers et la viande, par exemple, contiennent également toute une gamme d'autres nutriments dont l'organisme a besoin. Acides aminés essentiels, protéines, les gras monoinsaturés, les vitamines B.
y compris la vitamine B12 qui se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale, le zinc et autres minéraux importants, le magnésium, le rétinol, le sélénium, le calcium et la vitamine D. Et ce sont des nutriments dont notre organisme a besoin. Donc, à partir de cette information uniquement, il ne semble pas très logique de mettre l'accent sur les gras saturés et sur les LDL et d'extrapoler des impacts cliniques nets à partir de cette relation entre ces deux facteurs, comme je vais le démontrer. Et, chose plus importante encore, la restriction de la consommation pourrait mener à un apport insuffisant en nutriments essentiels dans certaines populations où il y a des carences alimentaires. Selon les lignes directrices nutritionnelles de différentes organisations, on recommande, notamment selon l'OMS, de 55 à 75 % d'énergie à tirer des glucides. Et seulement 15 à 30 % de l'énergie ne devrait provenir des gras totaux. Donc, moins de 30 % gras totaux et moins de 10 % des gras saturés. Et selon certaines organisations, la proportion devrait être encore plus faible. Moins de 7 % de l'énergie devrait être tirée des acides gras selon l'AHA et NCEP. Essentiellement, cela veut dire que l'on est voué à une diète végétarienne, selon ces considérations et recommandations, ce qui est très difficile pour la plupart des gens à respecter sur le long terme. Il est également important de noter que l'apport moyen en gras saturés des populations occidentales, Canada, États-Unis et l'Europe de l'Ouest, par exemple, est de l'ordre de 12 % d'énergie, hommes et femmes confondus. Donc, cela dépasse un tout petit peu seulement la recommandation de 10 % de l'OMS. Donc, ce n'est pas que nous consommions de 20 à 30 % de notre énergie sous forme de gras saturés. À partir de cette information, nous pourrions dire qu'il n'y a pas d'urgence de crise en matière de gras saturés parce que la consommation dépasse légèrement la recommandation actuelle, représentant 12 % de l'apport énergétique. Et je vous prie de garder ceci à l'esprit à mesure que nous parcourons les données. Ceci m'amène à la première étude publiée dans Lancet Diabetes Endocrinology où nous avons examiné l'association entre les nutriments alimentaires avec les lipides dans le sang et la tension artérielle dans 18 pays de par le monde. Il s'agit d'une analyse transversale. Nous avons donc examiné des données à un moment donné au début de l'étude, lorsque les participants se sont inscrits à l'étude. Et je vous donnerai un peu plus de détails sur l'étude PURE. Cette étude PURE, dans cette analyse, a mis l'accent sur 135 000 sujets recrutés de 667 communautés dans 18 pays de phase 1 ou de la vague 1 sur 5 continents. PURE englobe donc tous les continents, à l'exception de l'Australie et de l'Antarctique. Donc, en couvrant une si grande diversité de la population mondiale, nous sommes en mesure de déterminer la force des relations entre l'alimentation et les résultats pour la santé et également la forme de ces associations. Il ne s'agit pas de savoir uniquement si une exposition alimentaire est associée à un résultat, mais également la forme que prend cette relation des niveaux très faibles aux niveaux très élevés, parce que nous avons une diversité de régimes alimentaires et une diversité de résultats pour la santé. Et ça, c'est un avantage important qui n'a jamais été caractérisé par des études qui ont précédé l'étude PURE. Comme je l'ai signalé, PURE comprend donc quasiment toutes les régions du monde et c'est la seule analyse prospective à le faire. Les régions couvertes comprennent l'Asie du Sud, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Et ça porte sur 135 000 sujets. Comme je l'ai déjà signalé, les participants ont été sélectionnés à l'aide d'une sélection de la population générale, sélection objective à partir de la population générale dans 667 communautés, des personnes en santé âgées de 35 à 77 ans sans maladie cardiovasculaire au début. Nous avons utilisé des questionnaires validés spécifiques au pays, donc des questionnaires de fréquence alimentaire validés et spécifiques à chaque pays. Nous les avons mesurés avec d'autres facteurs de vie, données démographiques, différences de mode de vie, antécédents de santé, etc. Nous avons des données sur la tension artérielle sur 125 000 sujets, sur les lipides dans le sang sur 104 000 sujets. Et nous avons également des mesures de ApoB et ApoA dans un sous-groupe de 18 000 sujets. Et nous avons utilisé des analyses statistiques standards et nous tenons également compte du regroupement éventuel au niveau communautaire.
Ici, vous voyez la relation entre les gras saturés et les lipides dans le sang. En haut, vous voyez qu'avec un apport plus fort de gras saturés, allant du plus bas, 20%, donc de 4% de l'apport énergétique jusqu'à 11% et un petit peu plus dans le quintile supérieur de la population. Donc, nous voyons une augmentation par un facteur de 3 de gras saturés entre les niveaux les plus faibles et les niveaux les plus élevés. Et en même temps, nous voyons une augmentation moyenne du cholestérol LDL moyen de 2,8 à 3,2 millimoles par litre en moyenne du quintile inférieur au quintile supérieur. Donc, LDL supérieur avec gras saturés, mais l'association est modeste puisque les gras saturés ont triplé du groupe inférieur au groupe supérieur. Donc, c'est une association modeste. Nous constatons également qu'il y a une augmentation du HDL avec un apport plus fort en gras saturés. Donc, le bon cholestérol. Donc, si nous regardons le ratio entre cholestérol total et HDL, nous voyons que l'association est inverse, c'est-à-dire que des gras saturés plus élevés sont associés à un plus faible taux de cholestérol total à HDL. C'est important parce que les études épidémiologiques ont prouvé que le ratio cholestérol total à HDL est un prédicteur plus robuste d'événements cardiovasculaires que le cholestérol LDL à lui seul. Donc, à partir de cette information, on a des conseils contradictoires quant aux recommandations. Si on met l'accent sur le LDL, on dirait aux gens de consommer moins de gras saturés. Mais si on met l'accent sur le ratio cholestérol total à HDL, on recommanderait la consommation de plus de gras saturés, jusqu'à concurrence de 12% de l'apport énergétique. Donc, sur quel marqueur devons-nous mettre l'accent? Lequel privilégier? Eh bien, pour conclure sur ce point, voici deux autres marqueurs, les triglycérides à gauche et le ratio ApoB à ApoA à droite. Et nous voyons qu'avec un apport plus fort en gras saturés, les triglycérides baissent et le ratio ApoB-ApoA baisse également. Ceci suggère également un effet favorable des gras saturés pour la santé, puisqu'il s'agit de prédicteurs lipidiques robustes d'événements cardiovasculaires futurs. Les gras saturés semblent associés à de plus faibles niveaux de ces marqueurs, donc résultats favorables ou bénéfiques pour la population. Alors, quoi recommander vu ces différentes associations entre les gras saturés et les lipides dans le sang? Si nous mettons l'accent sur le LDL, il y a un message. Si nous mettons l'accent sur d'autres marqueurs, le message est différent. Nous avons donc besoin des études comportant des épisodes cliniques. Il faut faire un suivi sur de nombreuses années en examinant la mortalité, les crises cardiaques et les AVC pour formuler des recommandations nutritionnelles, puisque les lipides dans le sang fournissent des messages contradictoires. Il est important également de signaler que les résultats que je viens de vous montrer avec les lipides dans le sang sont ceux auxquels on s'attendrait pour les gras saturés par rapport aux lipides dans le sang à partir d'autres études et d'essais randomisés. Et c'est important parce que ça nous dit que l'évaluation nutritionnelle que nous avons faite dans Pure est précise. Si elle était mauvaise, on ne s'attendrait pas à voir ces relations et voir cette orientation de la relation entre le gras saturé et les lipides dans le sang. Donc, la réduction des gras saturés a un effet inverse ou néfaste sur les lipides dans le sang. Si on met l'accent sur uniquement le LDL, on ne capte pas l'effet total de l'impact clinique des gras saturés sur la maladie cardiovasculaire et il nous faut donc des études comportant des épisodes cliniques. Que montrent les données quant aux gras saturés par rapport aux résultats en matière de maladie coronarienne, puisque ce sont les résultats qui nous intéressent? Voici une étude effectuée par Thierry Torino en 2010, et vous voyez que l'estimation de l'effet des différentes études menées démontre que les résultats ne sont pas significatifs. Vous voyez l'estimation résumée qui traverse 1,0, c'est-à-dire statistiquement neutre. Donc, il n'y a pas d'association entre les gras saturés et la maladie coronarienne lorsque nous regroupons les données à travers ces différentes études de cohorte prospectives. Nous constatons d'ailleurs que, dans l'ensemble, un apport plus fort en gras saturés est associé à un plus faible risque d'AVC, qui est sur le bord d'être insignifiant. Donc, s'il y a direction, c'est que nous voyons que le gras saturé a tendance à être bénéfique en matière d'AVC, ce qui n'est pas pris en compte par l'hypothèse de la nutrition cardioprotectrice qui met surtout l'accent sur la maladie coronarienne. Nous avons fait une méta-analyse publiée en 2015 examinant des études de cohorte de gras saturés et des différents résultats pour la santé
mortalité toute cause confondue, mortalité due à la maladie coronarienne, mortalité due à la MCV, accident ischémique cérébral, diabète de type 2. Et vous voyez toutes les estimations qui traversent le 1,0, ce qui laisse entendre que l'association est statistiquement neutre. Donc, encore une fois, aucune relation entre gras saturés et les différents résultats. Il y a d'ailleurs des essais cliniques qui remplacent les gras saturés par des gras polyinsaturés pour examiner les résultats en matière de maladies coronariennes. Et voici un résumé des différentes méta-analyses publiées au cours des 4 dernières années. Et vous voyez le risque relatif de ces différentes études et vous voyez qu'ils traversent tous 1,0 avec un intervalle de confiance de 95%, ce qui comprend donc 1,0. Et encore une fois, ces estimations sont statistiquement neutres. Il n'existe donc aucune preuve à partir des essais randomisés que remplacer les acides saturés par les polyinsaturés soit bénéfique. Ceci m'amène au deuxième rapport publié en 2017 dans The Lancet qui examine l'association des gras et de l'apport en glucides avec la maladie cardiovasculaire et la mortalité dans les 18 pays de PURE. Donc, c'est la même cohorte de participants que je vous ai montré tout à l'heure pour les lipides dans le sang. Il s'agit ici de personnes qui ont été suivies pendant 8 ans à l'époque de la publication de ce rapport dans cette cohorte PURE. Nous avons employé les mêmes méthodes, les mêmes participants. Mais pour les résultats, il s'agit ici des données prospectives. Pour les résultats, le résultat principal de maladies cardiovasculaires majeures et mortalité, il y avait plus de 4700 événements majeurs et plus de 7500 décès totaux pendant la période de suivi de quelques 7 ans et demi. Et nous avons utilisé des méthodes multivariées standards pour analyser ces données. Alors, vous voyez ici le risque de mortalité en fonction du type de gras saturé, monoinsaturé, polyinsaturé, par opposition au risque de mortalité. Et vous voyez que chaque type de gras est associé à un risque beaucoup moins important de mortalité. C'est vrai pour les gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. L'apport plus fort est associé à une plus faible mortalité. Le plus faible dans le quintile supérieur, avec une réduction de risque de quelque 15 à 20%, comparant le groupe à plus fort, à moins fort apport avec celui à apport maximal. Et vous voyez la proportion 3% d'apport énergétique à 13% dans le groupe supérieur. Voilà l'éventail. Donc, le groupe supérieur dans cet échantillon mondial représente la moyenne de la population occidentale, typiquement la population canadienne, de 12 à 13% de l'apport énergétique sous forme de gras. Alors que dans le reste du monde, beaucoup de gens se situent plus vers le bas de la gamme, jusqu'à 3% de l'apport énergétique, ce qui démontre que si nous réduisions les gras saturés à ces niveaux faibles, nous risquerions même d'augmenter le risque de mortalité à partir de ces données que nous avons dégagées dans l'étude PURE, ce qui n'a pas été pris en compte dans les études antérieures qui ont essentiellement mis l'accent sur les pays à revenus élevés. Ici, vous voyez le risque de mortalité cardiovasculaire et de mortalité non cardiovasculaire, à gauche et à droite, par type de gras. Vous voyez que pour chaque type de gras, à gauche est associé avec une tendance vers un plus faible risque de mort cardiovasculaire. À droite, nous voyons un signal encore plus manifeste où chaque type de gras est associé à un plus faible risque de mortalité non cardiovasculaire, ce qui est statistiquement significatif. Donc, les morts non cardiovasculaires dans PURE sont essentiellement des décès provoqués par la mortalité par maladie respiratoire et le cancer. Nous n'avons pas suffisamment d'événements à cette étape-ci pour regarder les différents types de morts non cardiovasculaires, pour regarder cela avec plus de précision statistique. C'est quelque chose que nous allons pouvoir analyser dans la deuxième décennie de suivi à mesure que la cohorte vieillit et que nous accumulons plus d'événements et que nous allons pouvoir examiner les types individuels de cancer et de maladies respiratoires. Mais pour l'instant, nous voyons une association importante avec un risque plus faible de maladies, de mort non cardiovasculaire et de façon mineure avec la mortalité cardiovasculaire. C'est l'inverse pour les glucides. Un apport en glucides plus élevé est associé à un plus fort risque de mortalité lorsque l'apport en glucides dépasse quelque 60% de l'apport énergétique. Donc, au niveau supérieur de consommation de glucides, nous voyons une augmentation claire du risque de mortalité. Il est important de noter que la source principale des glucides dans beaucoup de ces pays ne proviennent pas des fruits et légumes, mais plutôt des céréales raffinées et de produits à sucre ajouté. Donc, ne proviennent pas essentiellement de fruits et légumes.
Alors, les forces de l'étude PURE. Il s'agit d'une étude prospective de grande envergure qui couvre 5 continents. Comme je l'ai dit, nous avons couvert également une diversité de diètes à travers le monde. Et donc, les constats seront applicables à l'échelle mondiale également, puisqu'ils portent sur une population mondiale. Nous avons utilisé des méthodes de mesure standardisées et validées, utilisant le questionnaire de fréquence alimentaire spécifique à chaque pays, et nous avons ajusté en fonction des covariables nutritionnelles et non nutritionnelles. Les recommandations comprennent donc les erreurs, ou les limites plutôt, contiennent des erreurs de mesure aléatoires dans l'évaluation alimentaire qui pourraient diluer les véritables associations et pourraient indiquer qu'il n'y a pas d'association, plutôt que de rehausser l'association. Il est plus probable que cela dilue la véritable association. Et les diètes riches en glucides et faibles en gras peuvent être un indicateur indirect de pauvreté. Pour minimiser l'effet confondant des facteurs économiques, nous avons pris plusieurs mesures. D'abord, nous avons ajusté en fonction de l'éducation, du revenu, de l'indice de richesse. Nous avons inclus le centre d'études comme interception aléatoire pour tenir compte du regroupement au sein des centres, parmi les centres de chaque pays. Donc, nous examinons les relations au sein des pays ou même au sein des centres plutôt qu'à travers les pays. Et cela permet également de minimiser l'effet confondant. Nous avons également fait une analyse de sous-groupes par région. Nous avons subdivisé, par exemple, les régions fortes en gras et faibles en gras, et nous avons examiné les résultats au sein des régions, ce qui minimise également l'effet confondant de la pauvreté. Et les résultats ont été cohérents. Donc, il est peu probable qu'il y ait eu un effet confondant dû à la pauvreté. Nous avons moins d'événements au sein des pays et des régions pendant cette première décennie de suivi, mais au fil des années, nous allons pouvoir amasser suffisamment d'événements pour examiner les associations au sein des pays et au sein de chaque région. J'ai signalé que les fruits et légumes, nous savons que les fruits et légumes sont bénéfiques, d'autres études l'ont démontré, et nous avons trouvé les mêmes constats. Nous avons donc analysé les fruits, légumes et légumineuses dans la mortalité cardiovasculaire dans ces mêmes participants de l'étude PURE dans un rapport publié dans le Lancet, et voici le résultat résumé. À gauche, on voit les fruits, légumes et légumineuses, la consommation par rapport à la mortalité, et ensuite à droite par rapport à la maladie cardiovasculaire majeure. On voit que plus fort est l'apport en fruits, légumes et légumineuses, moindre sera la mortalité, jusqu'à 3 ou 4 portions par jour, après quoi le risque reste constant jusqu'à 8 portions de fruits, légumes et légumineuses par jour. Donc, de 3 à 4 portions par jour semble être associé avec le bénéfice maximal vers la réduction du risque de mortalité. À droite, nous voyons une association avec un risque inférieur d'événements ou de maladies cardiovasculaires, même si l'effet est plus modeste. Et si l'on élimine les légumes cuits, l'association est plus robuste. Donc, les légumes crus et les fruits et légumineuses semblent être les plus bénéfiques. Donc, des diètes riches en glucides, de 50 à 50% d'apport énergétique, est associé à un risque accru de mortalité. Les gras, y compris les gras saturés et insaturés, sont associés à une baisse du risque de mortalité. Il n'y a aucune association entre les gras totaux, les types de gras et les événements cardiovasculaires. Et les conseils actuels de limiter le gras total à moins de 30% de l'apport énergétique et le gras saturé à moins de 10% ne sont pas étayés par cette étude mondiale. Ceci m'amène au rapport que nous avons publié l'année dernière, où nous avons examiné la consommation de produits laitiers avec la maladie cardiovasculaire et la mortalité dans 21 pays sur 5 continents, dans l'étude PURE. Vous voyez maintenant que nous sommes à 21 pays plutôt que 18 comme à l'origine, parce que 3 pays se sont ajoutés à la liste et ont commencé à participer à PURE après le lancement de l'étude et avaient maintenant suffisamment de suivi pour permettre leur inclusion dans cette analyse. Nous pouvons donc maintenant examiner, comme je vous dis, 21 pays sur 5 continents. Ici, vous voyez la consommation totale de produits laitiers par rapport aux résultats cliniques. Le composite de maladie cardiovasculaire ou de décès, de mortalité et la maladie cardiovasculaire majeure. En haut, vous voyez que plus forte est la consommation de produits laitiers par rapport aux gens qui ne consomment pas de produits laitiers et par rapport à ceux qui consomment plus que 2 portions par jour de produits laitiers. Là, nous voyons une association avec un risque affaibli de maladies
cardiovasculaire ou de mort cardiovasculaire, avec un bénéfice maximal à partir de 2 portions par jour, une diminution de quelque 60% du risque chez cette population par rapport à ceux qui ne consommaient pas de produits laitiers. On voit à peu près le même résultat pour la mortalité totale et pour les événements cardiovasculaires majeurs, avec de 17 à 22% de diminution du risque parmi ceux qui consomment plus que 2 portions par jour par opposition à la population qui ne consomme pas de produits laitiers. En bref, les produits laitiers sont associés à un risque de 15 à 20% inférieur d'événements cardiovasculaires majeurs ou de décès si l'on consomme plus que 2 portions par jour par opposition à n'en consommer aucune. Nous avons examiné également d'autres résultats, mort non cardiovasculaire, mort cardiovasculaire, infarctus du myocarde et AVC, et nous voyons un schéma semblable. Plus forte est la consommation de produits laitiers, moindre est le risque de chaque résultat, et cela est particulièrement frappant dans le cas des AVC, avec une baisse de 34% du risque chez les personnes qui consomment plus que 2 portions par jour par opposition à la population qui ne consomme pas de produits laitiers. Et cela se fait de façon graduée. Plus le montant est élevé, plus il est bénéfique. Et ceci concorde avec la méta-analyse que je vous ai déjà montrée qui démontre que des gras saturés plus importants ou en grande quantité étaient associés à un moindre risque d'AVC. Nous avons ensuite subdivisé les différents types de gras laitiers entiers par opposition à ceux qui consomment pleine teneur en gras et à faible teneur en gras. Si l'on regarde les produits laitiers entiers seulement, on voit que la relation est plus claire chez les personnes qui consomment des produits laitiers entiers. Si on compare les plus faibles consommateurs aux plus importants consommateurs, on voit une association plus importante avec un risque inférieur de maladies cardiovasculaires et de mortalité cardiovasculaire, de mortalité totale et d'événements cardiovasculaires majeurs, avec donc la consommation de produits laitiers à pleine teneur en gras. Par rapport à ceux qui consomment à la fois les produits entiers et les produits à faible teneur en gras, on voit une association bénéfique mais plus modeste. Donc il semble clair que l'association bénéfique des produits laitiers avec les résultats pour la santé semble être le résultat essentiellement des produits laitiers entiers à pleine teneur en gras. Ensuite, nous avons examiné différents types de produits laitiers. Le yogourt et le lait étaient associés avec un risque affaibli pour le résultat composite, la mortalité et la maladie cardiovasculaire majeure. Les résultats étaient semblables pour le fromage, mais pas statistiquement significatifs. Le beurre, comme vous ne voyez pas ici, était statistiquement neutre. Il n'y avait ni augmentation du risque, ni baisse du risque. Donc, le beurre ne composait moins de 2% de l'apport en produits laitiers. Donc, il y a très peu de beurre consommé par les populations étudiées. Ensuite, pour minimiser l'impact de la variable confondante pauvreté, nous avons stratifié la population entre pays consommateurs de faibles quantités de produits laitiers et pays consommant beaucoup de produits laitiers. Et nous avons regardé les associations au sein de chaque région. Et nous avons constaté que l'association de la plus forte consommation de produits laitiers avec un moindre risque de résultat pour la santé était cohérente d'une région à l'autre. Ce qui nous permet de conclure que peu importe la région du monde, où là on a beaucoup de pays pauvres, dans les régions à faible consommation par rapport aux régions à forte consommation, même au sein de ces régions, nous voyons le même schéma se dessiner. Donc, il est beaucoup moins probable que nos facteurs soient confondus par des effets, par exemple, de la pauvreté. Donc, une plus forte consommation de produits laitiers, essentiellement de produits laitiers à pleine teneur en gras, est associée à une baisse du risque de mortalité de maladies cardiovasculaires et particulièrement à une baisse du risque d'AVC. Maintenant, examinons les travaux actuels que nous menons. Actuellement, nous faisons une recherche sur d'autres expositions nutritionnelles des aliments tels que la viande rouge, la volaille, les poissons, les œufs, les fruits à coque. Et ces recherches sont en cours de développement. Certains rapports ont déjà été soumis aux journaux, aux revues spécialisées et d'autres le seront très bientôt. Et nous sommes également en train de mettre au point un score mondial d'alimentation saine que je vais également vous expliquer. Et c'est un travail très important dans le cadre de l'étude PURE. Notre hypothèse centrale est que les maladies non transmissibles à travers le monde pourraient être causées par une alimentation composée de faibles quantités de divers aliments naturels ou peu transformés, dont les fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque et poissons,
mais aussi faible en produits laitiers, surtout à pleine teneur en gras et en viande non transformée. Donc, beaucoup de ce que nous savons au sujet de l'alimentation des diverses populations nous provient essentiellement de pays riches, où il y a une abondance de nutriments et où il y a une forte consommation de toutes sortes d'aliments, y compris les viandes non transformées et les produits laitiers entiers. Mais nous savons peu des autres parties du monde où la consommation est bien réduite. Donc, il est important d'obtenir une perspective mondiale. Nous avons donc examiné les données de 6 études internationales d'envergure, 244 000 sujets, 80 pays réunis. Vous voyez donc les 6 études ici. Pure, On Target, Transcend et Origin sont des études prospectives, alors que Interheart et Interstroke sont 2 études à témoins d'infarctus du myocarde et d'AVC. Vous voyez ici le grand nombre d'événements, le grand nombre de sujets enrôlés dans chacune des études et le grand nombre d'événements cardiovasculaires et de décès. Et nous voyons que 3 de ces études sont des études mondiales, alors que On Target, Transcend et Origin portent sur 40 pays. Donc, nous avons des chiffres importants. Un grand nombre de participants, un grand nombre d'événements cliniques. Et nous voyons également une diversité de l'exposition et des résultats cliniques, parce que nous regardons des populations mondiales, allant de la consommation faible à la consommation élevée. Donc, nous captons toutes sortes un large éventail de régimes alimentaires. Nous avons commencé par créer un score d'alimentation saine associé à la consommation d'aliments associée à une moindre mortalité. Nous avons constaté que plusieurs aliments étaient associés à une plus faible mortalité. Les fruits, légumes et légumineuses, que je vous ai déjà montré il y a quelques instants. Les fruits à coque et les poissons sont également associés à une baisse du risque. Les produits laitiers, comme je vous ai montré, et tiré de notre texte publié dans le Lancet, également les viandes rouges et blanches non transformées. Donc, la viande rouge et la viande de volaille est également associée à un plus faible risque de mortalité. Nous avons donc créé un système de scores où chaque aliment se voit attribuer un score de 0 ou 1, selon si la consommation est en dessous ou en deçà de la moyenne dans la population. Si les gens consomment plus que la moyenne, ils obtiennent un score de 1 pour cet aliment. S'ils sont en bas de la moyenne, le score sera de 0 pour cet aliment. Et ensuite, on ajoute tous ces différents scores avec un score maximal de 8 et un score minimal de 0, puisqu'il y a 8 aliments en tout qui sont analysés. Donc, le score maximal qu'on puisse obtenir, c'est 8. 8 représente donc le score d'alimentation saine le plus élevé, alors qu'un score de 0 représenterait l'alimentation la moins saine, ou le score le plus faible. Ici, vous voyez comment est représenté donc un score faible à élevé. Donc, les personnes qui ont un régime malsain, dans le 20% inférieur, sont des personnes qui consomment en moyenne seulement une portion de fruits et légumes par jour, 0,4 portions de fruits à coque et de légumineuses, 0,3 portions de produits laitiers, 0,3 portions et 0,2 portions de viande rouge et de poisson. C'est un régime à forte teneur en glucides. 70% de l'apport énergétique provient des glucides essentiellement transformés, non pas des fruits et légumes, comme je l'ai déjà expliqué. Et seulement 18% de l'énergie est tirée des gras. Donc, moins que 20% de l'énergie provient du gras. Ce sont des personnes qui consomment donc peu de gras et beaucoup de glucides. Par opposition, on voit la population avec le score le plus élevé, donc le 20% supérieur, qui consomme environ 4 portions et demie de fruits et légumes par jour, 1 portion et demie de fruits à coque et de légumineuses, 2 portions de produits laitiers, 1 portion de viande rouge et 0,3 portions de poisson par jour. C'est-à-dire 2 fois par semaine, ils consomment du poisson. Donc, ceci est une alimentation plus équilibrée. 54% d'apport en glucides, 30% environ de gras et 18% de protéines. C'est donc une diète qui comporte toute une gamme d'aliments différents, comme vous le voyez à l'écran, mais en portions modérées. Ce n'est pas un régime extrême, ce n'est pas du tout une alimentation de carnivore ou une diète keto. C'est une diète qui comporte une gamme de nutriments, mais en quantité modérée. Donc, un régime alimentaire régulier. Ensuite, nous avons examiné le risque de mortalité selon le score
d'alimentation saine. Nous avons divisé les 147 000 sujets en ceux qui ont un score d'alimentation saine faible à maximal, c'est-à-dire en groupe de 5. 5 groupes plutôt. Donc, la diète la meilleure serait les personnes qui ont un score d'alimentation saine de 6 ou plus. Et vous voyez le nombre de sujets dans chacun de ces 5 groupes et le nombre de décès dans chaque groupe. Et vous voyez la proportion de personnes qui sont décédées pendant le suivi. Uniquement en regardant le nombre de décès, vous voyez que la proportion des gens qui sont décédés baisse à mesure que le score augmente. Si on ajuste pour l'âge et le sexe, on voit une association graduée jusqu'au quintile supérieur du score d'alimentation. Le rapport de risque de 0,5 veut dire qu'il y a 46% de moindre risque de mortalité chez les personnes qui ont le score alimentaire le plus important par opposition au groupe inférieur, au bas de la gamme. C'est une forte association. Lorsqu'on ajuste pour les facteurs confondants, l'effet est de moitié à peu près, c'est-à-dire un risque de 25% inférieur pour les personnes dans la catégorie avec le plus fort score alimentaire par rapport au plus faible. Ensuite, nous voyons les mêmes données, on le montre ici sur un graphique, plus faible à maximum, et vous voyez encore une fois une association graduée avec le risque inférieur, 25% de baisse de risque chez les personnes avec le score le plus important par rapport à ceux qui ont le score le plus bas. À droite, on voit les maladies cardiovasculaires majeures, encore une fois, une association avec un risque inférieur, même si l'association est plus faible. Nous parlons ici d'une baisse d'environ 10% du risque entre le score supérieur et le score inférieur. Ensuite, nous avons pris le même score et nous l'avons appliqué aux 3 autres études prospectives. Ce sont des données tirées donc de On-Target, Transcend et Origin. Il s'agit d'une population à risque élevé de maladies cardiovasculaires ou déjà atteinte de maladies cardiovasculaires. 43 000 sujets de partout au monde. Et à gauche, vous voyez un schéma semblable de résultats. Un score plus important est associé à un plus faible risque de mortalité avec un ratio de risque de 0,76, très semblable à ce que nous avons rapporté dans Pure. À droite, l'image est semblable, moindre risque dans ce cas-là de maladies cardiovasculaires majeures, avec une association plus modeste que pour la mortalité totale. Donc essentiellement, le même schéma de résultats que nous avons observé dans l'étude Pure. Et je rappelle qu'il s'agit ici d'une population vasculaire à risque élevé. Ensuite, nous avons utilisé ceci dans une autre étude, à savoir l'étude internationale Interheart, qui examine le risque d'infarctus du myocarde. Et encore une fois, le score supérieur est associé à une baisse du risque d'infarctus du myocarde avec un rapport de risque de 0,06. Et nous avons ensuite ajusté pour les effets confondants et nous voyons qu'il y a une baisse du risque de 22% chez les personnes qui ont le score le plus élevé par rapport à ceux qui ont le score le plus faible. Donc un risque moindre d'infarctus du myocarde. Dans l'étude Interstroke pour les AVC, on voit plus ou moins les mêmes résultats. Donc plus le score est élevé, moins il y a de risque d'AVC. Et il y a une association semblable d'environ 25%, une baisse de 25% du risque d'AVC chez les personnes ayant le score le plus élevé par rapport à ceux qui ont le score le plus faible. Si on applique ce même score à différentes conceptions d'études et à différentes cohortes et à différentes populations de par le monde, on voit se dégager des résultats assez semblables, ce qui démontre la robustesse des résultats. Pour conclure donc, le score d'alimentation saine se compose donc d'un plus fort rapport en fruits, légumes, fruits à coque, poissons, produits laitiers et viande, est associé à une moindre mortalité et à une moindre incidence de maladies cardiovasculaires. Il y a cohérence parmi 6 études internationales utilisant des protocoles différents et portant sur 240 000 sujets dans 80 pays. Les résultats sont cohérents parmi les sujets avec ou sans maladies cardiovasculaires antérieures. Il est important de signaler que certains éléments du score d'alimentation saine de l'étude Pure, notamment les produits laitiers et les viandes, diffèrent des conseils alimentaires tirés d'études antérieures et menés essentiellement dans les pays à revenus élevés. Pour la première fois, nous avons inclus les produits laitiers et les viandes comme nutrition protectrice. Et nous voyons que le score permet de prédire de façon assez robuste la mortalité et la maladie cardiovasculaire. Donc, nous recommandons que les gens consomment davantage de fruits, de légumes, de fruits à coque
et de légumineuses, et également des produits laitiers, surtout des produits laitiers entiers et de viande non transformée. Consommez moins de glucides raffinés et de sucre raffiné et moins de boissons sucrées. Et il y a des données assez robustes à partir de toutes sortes d'études que les gras trans industriels sont également à éviter. Alors, je conclus maintenant en vous montrant une photo des chercheurs de l'étude Pure lors de leur réunion à New Delhi, en Inde, en novembre 2017. Je vous remercie beaucoup de votre attention et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Dr. Mente. Nous disposons maintenant d'un quart d'heure pour vos questions. Voici la première question. Quels produits laitiers ont été pris en considération dans l'étude Pure? Oui, alors nous avons inclus le yogourt et les fromages, différents fromages, et les boissons à base de yogourt également. Les fromages, le lait, la crème. Oui, c'était les sources principales de produits laitiers que nous avons étudiées. Question suivante. Donnez-moi un instant. Comment est-il possible que la moyenne de l'apport en gras saturé est de 12% vu l'augmentation de la consommation de fast-food, d'aliments préparés? Eh bien, ça, c'est en fonction des études de sondage qui ont été menées. La moyenne des gras saturés est de l'ordre de 12% dans les pays occidentaux, y compris les États-Unis. Donc, beaucoup de la malbouffe, du fast-food, n'est pas entièrement composé de gras saturés, comprend également d'autres sources d'énergie, surtout des glucides raffinés et des sucres raffinés. Donc, ça ne se compose pas essentiellement des gras saturés, nonobstant ce que les gens pensent. D'ailleurs, la consommation de gras saturés a diminué au cours des 2 ou 3 dernières décennies et a été remplacée essentiellement par les glucides. Et ceci est tiré des données de Pure et d'autres études également. Très bien, merci. Question suivante. Pensez-vous que ces résultats populationnels peuvent s'appliquer à des personnes atteintes de dyslipidémie? Au Canada, la source de gras saturé pourrait être très différente de celle qui existe dans d'autres pays. Alors, est-ce que le type de gras saturé joue un rôle? A-t-il une importance? Oui, première question. Alors, nous avons trouvé que les résultats étaient conformes avec des personnes atteintes de maladies vasculaires au départ, et on suppose que la plupart de ces personnes ont des problèmes de lipides. Et pourtant, les résultats étaient cohérents même chez cette population. Encore une fois, le fait de consommer, de tirer 12% de son apport énergétique de cette source, et dans le quintile supérieur du score d'alimentation, nous voyons un bénéfice et jusqu'à 12% d'apport énergétique pour les gras saturés. Donc, nos données ne tiennent pas compte, par exemple, de personnes qui tirent de 15 à 20% de leur énergie des gras saturés. Nous ne parlons pas ici d'un montant illimité de gras saturés, mais à un apport énergétique de l'ordre de 12 à 13%, ça semble optimal par rapport aux personnes au niveau inférieur qui ont un risque accru d'ailleurs. Et ça, c'est peu importe que les personnes aient une maladie cardiovasculaire ou non. Donc, il semble que ce soit le montant, la quantité optimale. La deuxième partie de la question, pourriez-vous me la rappeler, s'il vous plaît? Attendez que je fasse marche arrière. La deuxième partie de la question portait sur les différentes sources de gras saturés dans l'alimentation. Parce que ces sources varient sans doute d'un pays à l'autre. Oui, c'est une question importante. Nous avons étudié ceci d'abord en fonction des différents types de produits laitiers. Donc, le yogourt et le lait avaient un effet protecteur. Surtout, le lait à pleine teneur en gras et le yogourt à pleine teneur en gras. Ils avaient le plus d'impact bénéfique. Les fromages entiers, le fromage habituellement contient davantage de gras complets
était également protecteur, même si l'association n'était pas statistiquement significative, mais la tendance était la même. Plus fort était l'apport, moindre était le risque. Alors là, nous regardons différentes sources de gras saturés et nous avons maintenant un rapport qui va porter sur la viande rouge. La viande non transformée est associée à un plus faible risque de mortalité et nous pouvons également examiner les types d'acides gras nutritionnels, donc différents types de gras saturés, différents types de gras mono et polyinsaturés. C'est une analyse qui est en cours actuellement. Et idéalement, nous voudrions également obtenir les niveaux d'acides gras dans le sang. À l'heure actuelle, nous avons des fonds modestes pour examiner ce volet, mais nous allons devoir trouver d'autres fonds pour examiner les acides gras par rapport aux événements. Et ça nous donnerait des informations très, très précieuses. Très bien, merci. Nous avons maintenant une question assez générale, à savoir, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre aux critiques envers l'étude Pure? Mais la question ne précise pas de quelle critique il s'agit. C'est une très bonne question. Deux critiques ont été exprimées. D'abord, la façon de mesurer l'alimentation. Il est important de noter que nous avons mesuré l'alimentation comme l'ont fait les autres études du genre, c'est-à-dire avec des questionnaires. C'est comme cela que sont mesurées les alimentations dans les grandes études épidémiologiques. Quelles que soient les critiques dirigées à l'encontre de Pure, eh bien, elles devraient également être dirigées à l'encontre d'autres études qui utilisent la même démarche que nous. Nous avons développé et validé le questionnaire spécifiquement pour chaque pays pour refléter la disponibilité de nourriture dans ce pays et également nous l'avons ventilé en fonction des régions urbaines et rurales de chaque pays. Donc il a fallu des années et des années pour développer et valider ces questionnaires de fréquence alimentaire. Et nous voyons des résultats semblables lorsque nous comparons nos mesures par rapport aux lipides dans le sang auxquels on s'attendrait par rapport à d'autres essais randomisés menés. Si la mesure alimentaire était mauvaise, on ne verrait pas de relation avec les lipides dans le sang que nous voyons qui sont donc fiables, ce qui nous rassure quant à la fidélité et la précision de notre méthode. Une autre critique qui a été exprimée, c'est qu'une exposition alimentaire telle que envers les produits laitiers pourrait être un marqueur de pauvreté, en ce sens que les consommateurs les plus faibles de produits laitiers sont également les personnes les plus pauvres. Donc ce n'est pas les produits laitiers qui dirigent l'association entre les produits laitiers et les événements cardiovasculaires, c'est plutôt la pauvreté qui en est la cause. Et on a l'impression que les produits laitiers sont protecteurs alors que ce n'est pas le cas. Mais on peut utiliser différentes méthodes pour tenir compte de cette critique. D'abord, nous avons ajusté sélectivement pour les indicateurs socio-économiques dans chacun de nos modèles de régression. L'éducation est le plus fort prédicteur de risque de maladies cardiovasculaires et de décès dans l'étude Pure. Lorsqu'on fait cet ajustement, les résultats sont robustes. Il n'y a aucun changement dans l'association. Nous avons utilisé d'autres mesures de statut socio-économique, indice de richesse et revenus. Et lorsque nous ajustons en fonction de ces mesures, encore une fois, les résultats restent cohérents. Ensuite, en combinaison avec tout cela, nous avons également inclus le centre d'étude lui-même comme effet aléatoire dans notre modèle multivariable. Et ceci examine les associations au sein des centres plutôt que d'un centre à l'autre. Il y a des centres d'études dans chacun des pays et donc cela nous permet d'examiner au sein de chaque pays de façon plus détaillée au sein des centres de chaque pays plutôt que d'un centre à l'autre. Alors on ne compare pas par exemple l'Inde avec le Canada. Nous examinons plutôt au sein de l'Inde ou au sein des centres en Inde et au sein des centres au Canada ce qui se passe. Et cela nous permet également de minimiser l'impact de la pauvreté comme variable confondante. Troisième étape, on peut également faire une analyse des sous-groupes où l'on examine les associations à l'intérieur des régions, où l'on voit par exemple dans la région à faible consommation de produits laitiers par rapport à la région à forte consommation. Comme je vous l'ai montré sur une diapositive, les associations sont semblables. Donc dans beaucoup de pays où il y a une moindre consommation de produits laitiers, on fait une analyse de régions à faible consommation et on voit le même résultat où les produits laitiers ont un effet protecteur même dans les pays pauvres. À l'aide de toutes ces démarches, on peut grandement minimiser l'impact confondant de la pauvreté. Évidemment, aucun ajustement ne sera parfait à 100% en l'absence d'un important essai clinique randomisé, mais nous faisons
de notre possible à l'aide de tous ces moyens et nous constatons que les résultats sont très cohérents et très robustes. Très bien, merci. Question suivante. Dans votre étude, avez-vous fait une distinction entre les glucides selon s'ils viennent d'aliments frais, peu transformés ou d'aliments transformés? Oui, nous avons un projet de texte qui sera soumis pour publication sous peu, dirigé par David Jenkins. Évidemment, les chercheurs Pure font partie importante de cette recherche. C'est David Jenkins qui dirige cette partie-là, ce volet-là. Et il est donc le chef de file mondial au niveau de l'indice glycémique. Ça fait des décennies qu'il travaille dans ce domaine. Il nous a aidé à classer chacun des aliments en fonction de s'il s'agit de céréales entières ou de céréales raffinées ou en fonction d'autres classifications pour chaque aliment. Nous avons donc un rapport, un article qui sera bientôt soumis, et ce sont surtout les glucides raffinés qui sont nuisibles, alors que les graines entières sont habituellement neutres. Très bien, merci. Question suivante. Nous voudrions vous entendre au sujet des patients à cholestérol, donc à forte teneur en cholestérol. Est-ce que vous recommandez un régime alimentaire à faible teneur en cholestérol pour ces sujets? Eh bien, à partir de nos données, d'abord, précisons, le cholestérol nutritionnel, beaucoup d'études l'ont démontré, a peu d'impact sur les niveaux de cholestérol dans le sang. Donc, je suppose que vous parlez de gras saturés dans l'alimentation. Donc, les gras saturés, nous avons constaté dans nos données et dans d'autres études, a très peu d'impact sur le LDL. Et toute la base de la réduction des gras saturés chez les sujets atteints de cholestérolémie dans le sang, c'est en raison du LDL. Mais nous voyons qu'il y a une association modeste. Et d'ailleurs, on voit un effet favorable au niveau des triglycérides et du HDL et du ratio cholestérol total à HDL. Et nous voyons également un impact favorable pour le ratio ApoB à ApoA, qui est une mesure des particules denses petites de LDL qui sont plus hétérogènes que le cholestérol LDL à lui seul. Donc, le fait qu'un plus fort apport en gras saturés a tendance à diminuer la relation ApoB-ApoA et à une diminution des triglycérides et à une diminution du ratio cholestérol total à HDL semble indiquer que le mettre l'accent sur les lipides dans le sang et sur le LDL n'est pas une bonne façon de faire des recommandations pour les personnes atteintes de l'épidémie. Et qu'en réalité, ça peut même être bénéfique d'avoir jusqu'à 12 ou 13% de son apport énergétique. Au-delà de cette proportion, les preuves sont beaucoup plus floues et nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passe. Mais la moyenne dans la population occidentale est de 12 à 13% et ça indique que c'est une quantité optimale à consommer à partir des données mondiales. Donc, quelle que soit votre lipidémie, selon moi, il n'est pas nécessaire de restreindre les gras saturés à des niveaux très faibles. Vous pouvez manger, par exemple, des produits laitiers à pleine teneur en gras et des viandes non transformées en quantité modérée. Bien, pouvez-vous nous dire comment le score Pure se compare au score de la diète méditerranéenne? Il semble très semblable, à l'exception peut-être de l'inclusion des viandes rouges. Excellente question. Nous avons comparé le régime méditerranéen directement avec l'alimentation Pure. Donc, les mêmes participants ont établi leur score Pure et leur score méditerranéen. Et nous avons constaté que les estimations étaient très semblables parmi les deux scores, mais le score Pure était légèrement meilleur, mais pas de façon statistiquement significative. Donc, le fait d'ajouter des produits laitiers et de la viande au score semblait avoir une tendance plus favorable que le fait de ne pas inclure ces deux sources de nourriture, mais sans importance significative sur le plan statistique. L'alimentation méditerranéenne est semblable à l'alimentation Pure, mais notre score était bien meilleur que Dash et bien meilleur que le score planétaire que nous avons également calculé. Intéressant. Donc, le score planétaire est celui du Yves Lancet, n'est-ce pas? Oui, semblable à celui-là. Pensez-vous que, à la lumière de vos résultats, il serait pertinent de concentrer la recherche sur le
le degré de transformation des aliments plutôt que sur les nutriments en tant que tels? Oui, je dirais que mettre l'accent sur la transformation nous fournirait beaucoup plus d'informations que simplement mettre l'accent sur les nutriments. Dans nos données et également dans, par exemple, des essais tels que la Women's Health Initiative, on n'obtient pas beaucoup d'effets pour ce qui est des différents résultats de santé. Alors que si l'on met l'accent sur les aliments fonctionnels, là, l'association est beaucoup plus forte entre la consommation et le résultat. Donc, mettre l'accent sur la quantité de transformation des aliments individuels donnerait plus d'informations. Donc, des aliments non transformés ou peu transformés représentent l'idéal. Il est certain qu'il faut éviter les produits ultra transformés, ultra conditionnés. Très bien, merci. Nous avons d'autres questions. Au Canada et aux États-Unis, deux pays à revenus élevés, les produits laitiers se trouvent toujours en deçà des recommandations de 2 à 3 portions par jour, selon l'ancien guide alimentaire. Que pensez-vous de cette réalité? Est-ce que vous recommanderiez que les gens augmentent leur consommation? Je suppose que la question est que puisque l'apport en produits laitiers est inférieur au niveau optimal selon l'étude Pure, est-ce que vous recommanderiez que les gens augmentent leur consommation de produits laitiers? Oui, absolument. Je dirais que consommer jusqu'à 3 portions de produits laitiers par jour semble être optimal. Si vous consommez moins que cela, selon nos données et selon d'autres études de cohorte également, jusqu'à 3 portions par jour serait sans doute bénéfique. Mais encore une fois, cela se fonde sur les études observationnelles. Il n'y a pas d'essai randomisé. Mais à partir de cela, on peut conclure que consommer davantage de produits laitiers à pleine teneur en gras serait favorable. Je ne suis pas en faveur de la démarche actuelle où les produits laitiers sont mis dans le même panier que les protéines végétales, parce qu'il n'y a pas d'équivalence nutritionnelle entre les deux. Les protéines et la nutrition des produits laitiers sont beaucoup meilleures que les protéines d'origine végétale. Et le fait de les mettre dans un même panier comme s'ils étaient identiques n'est pas approprié, à mon avis. Ce n'est pas une bonne façon d'interpréter les données. Techniquement, on peut répondre aux recommandations du Guide alimentaire canadien, même en évitant entièrement, complètement les produits laitiers. Donc, je ne pense pas qu'il soit approprié de les mettre dans le même panier, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a rien qui puisse se substituer aux produits laitiers. Rien ne remplace les produits laitiers pour ce qui est de la qualité des protéines. Plus précisément par rapport aux fromages, les fromages qui ont été inclus dans votre étude, est-ce qu'il s'agissait de fromages très gras ou à teneur normale ou en gras ou sans gras, avec moindre gras? Non, c'était des fromages avec beaucoup de gras. Donc, des fromages essentiellement à forte teneur en gras. Certains des fromages au Canada et en Suède comprenaient peut-être des fromages plus maigres, mais dans l'ensemble, collectivement, si nous regardons les données sur 147 000 sujets, la vaste majorité consommait des fromages à forte teneur en gras. Très bien, merci. Question suivante. Quels conseils pourriez-vous suggérer pour les végétariens ou pour les personnes allergiques aux produits laitiers? Est-ce que ces personnes devraient consommer l'huile de palme, l'huile de noix de coco? Est-ce que les bénéfices, les bienfaits sont semblables du point de vue gras saturé? Eh bien, pour les personnes qui ont une intolérance au lactose, ces personnes peuvent consommer du lait sans lactose ou ces personnes pourraient consommer des quantités plus petites de produits laitiers mélangés à d'autres aliments. Donc, ils peuvent encore manger des produits laitiers, mais à condition de les mélanger avec d'autres aliments. L'huile de noix de coco, là, on ne sait pas encore si c'est bénéfique. Il n'y a pas de preuves qui semblent indiquer des méfaits ou un effet nuisible, même s'il y a beaucoup d'hystérie autour de ce produit récemment. Et c'est la même chose pour l'huile de palme. Je ne pense pas que ça puisse être une bonne façon de se substituer aux produits laitiers. Ce n'est pas un bon remplacement aux produits laitiers. Mais si vraiment vous êtes incapable de consommer des produits laitiers, il vous faut consommer des protéines de source animale.
donc des protéines de meilleure qualité que ce que vous pourriez obtenir strictement à partir des plantes. Donc, la consommation de protéines animales serait déjà bénéfique. Très bien, merci. Et je crois que nous allons recevoir maintenant une dernière question, à savoir, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des recommandations de réduction des gras saturés, de remplacer les gras saturés par des gras insaturés selon la nouvelle version du guide alimentaire canadien? Vous ne semblez pas appuyer cette recommandation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, selon la quantité de gras saturés que nous consommons maintenant en société, nous ne consommons pas, par exemple, ce que mangeaient les Finlandais il y a 40 ans, où 20 à 30 de leur énergie provenait de gras saturés. Maintenant, nous sommes à une proportion de quelque 12 à 13 de notre apport énergétique. Et en fonction des données, il n'y a aucune raison de réduire les gras saturés à des niveaux plus faibles et de les remplacer par des gras polyinsaturés. Selon les données à la fois d'essais randomisés et des études de cohorte telles que l'étude PURE. Je dirais donc que obtenir 12 à 13 de son apport énergétique de gras saturés est tout à fait correct et même peut-être optimal. Et plutôt que de mettre l'accent sur les gras saturés, nous devrions davantage mettre l'accent sur les aliments protecteurs, y compris les produits laitiers à pleine teneur en gras, pour minimiser l'incidence de maladies chroniques. Je pense que c'est la voie à suivre. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, notre temps est épuisé. Je sais qu'il y aurait eu beaucoup d'autres questions. Beaucoup d'autres questions ont été posées, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps d'y répondre car nous devons terminer maintenant. Avant de vous libérer, je rappelle que nous apprécierions beaucoup vos commentaires. Veuillez prendre quelques instants pour répondre au sondage. Vous pouvez également imprimer un certificat de participation pour vos dossiers professionnels. Au nom des producteurs laitiers du Canada, je vous remercie sincèrement, Dr Manty, de votre participation et je remercie également toutes les personnes inscrites aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi. Merci de m'avoir invité.